Ben, pas forcément une journée type, mais... une journée type, c'est difficile à faire parce que le travail de président est extrêmement diversifié, je dirais. Donc ça dépend si c'est un jour de match, si c'est un jour de mercato intense, comme aujourd'hui, ou si c'est une journée où j'ai des réunions à la Ligue ou à la Fédération. Donc ça change énormément, mais une journée type, ben, je dirais que j'essaie d'arriver pas trop le matin et pas trop tôt le matin et de ne pas partir trop tard le soir, ce que je faisais mal avant. Et dans mes clubs précédents, je passais trop de temps à consommer mon énergie sur des tâches qui n'étaient pas utiles. Donc j'essaye de rester frais le plus possible mentalement, de rester le plus efficace possible et surtout de prendre du recul et de la hauteur par rapport à mon rôle de président au jour le jour. Je pense qu'il y a une grosse partie de stratégie et de réflexion sur ce qu'on veut faire du club dans les 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, etc. En ce moment, on a un projet qu'on appelle Vision 2027. Vous voyez, on se projette jusqu'en 2027. Et je passe aussi une bonne partie de mon temps à réfléchir à quelle culture on crée, quel environnement on crée pour nos collaborateurs, pour nos joueurs, pour notre centre de formation, pour notre communauté Viola, pour notre communauté STFC, qui rassemble énormément de monde, largement plus d'1 million de personnes. Donc voilà, je dirais c'est... Après, je vous passe les réunions heure par heure, etc. Mais il y a une chose avec l'expérience que j'ai appris, c'est il faut prendre du recul, il faut prendre la hauteur, comme je vous le disais, et il faut savoir gérer, jongler entre le court terme et le long terme. C'est la grosse différence que je ressens entre le boulot le travail de directeur sportif que j'ai fait dans des très grands clubs jusqu'à maintenant et le boulot et le travail de président où j'essaie vraiment de me projeter beaucoup plus loin que ce que je le faisais quand j'étais directeur sportif et c'est très intéressant. On va revenir à ce choix justement de prendre la présidence du TFC, mais juste avant, alors c'est encore plus vaste comme question, si vous deviez résumer ces 2 premières années de présidence, c'est spectaculaire. 3 premières années, un peu plus maintenant. Si je devais les résumer comme ça, en un mot, en une phrase, ou un sentiment, ou un feeling. 2 phrases, disons. C'est pas facile. Je dirais, c'est à la fois de l'étonnement qu'on soit allé aussi vite, enfin que les choses se soient passées aussi rapidement et de manière aussi positive. C'est de la satisfaction, mais pas trop, parce qu'on a fait des choses bien. Mais quand on se satisfait de choses bien dans le sport de haut niveau, on a tendance à s'endormir. Et enfin, peut-être le plus important, c'est de l'ambition. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait jusqu'à maintenant et que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va faire dans les 4-5 années qui arrivent. Donc voilà, ce sont les sentiments qui me traversent l'esprit en permanence. Peut-être un petit peu après, Avec plaisir. Sur le choix dont vous avez un petit peu parlé. Donc vous pouvez nous rappeler comment tout ça s'est passé, comment vous avez choisi et pourquoi vous avez choisi de prendre la présidence du TFC après une longue expérience de directeur sportif, notamment dans de nombreux clubs européens. Ben, alors, la première raison, c'est que c'est quelque chose que j'avais jamais fait et je suis très curieux par nature, donc ça m'a intéressé de faire quelque chose que j'avais jamais fait. La deuxième raison, c'est que étant né à 160 km d'ici, étant occitan d'origine, je savais à quel point la ville de Toulouse pouvait être attractive, pouvait être dynamique. Elle était jeune, c'est la 3e ville la plus jeune d'Europe, c'est la ville la plus jeune de France, c'est la 2e ville étudiante la plus importante en France, c'est la première ville dans le classement des villes préférées des étudiants, avec un stade magnifique, avec un centre de formation, un club qui avait besoin d'être relevé, mais avec un centre de formation très fort, donc une base extrêmement forte. Et donc, quand on a mis tout ça bout à bout avec les propriétaires, les actionnaires, on s'est dit que c'était une évidence de venir d'acheter le TFC et de venir dans une ville comme ça. Donc, c'est ce challenge que j'ai trouvé extrêmement excitant. Et il y a d'autres choses aussi qui m'ont intéressé. C'est que, j'avais jamais construit une équipe pour monter. J'étais toujours dans des clubs où j'avais eu la chance de jouer la Coupe d'Europe. Et c'est la première fois que je me retrouvais dans une situation où il fallait construire quelque chose de zéro pour monter en première division, au premier niveau en Ligue 1. Et ça, je n'avais jamais fait. Et je ne savais pas si j'en étais capable, en fait. Et ce challenge aussi m'a attiré énormément. Et puis de se dire qu'il fallait tout reprendre, tout reconstruire.
mais avec un potentiel de développement, autant au niveau du club qu'au niveau de la ville et de la région, qui était très important. Voilà, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'opportunité et c'est une aventure extraordinaire. Challenge réussi en tout cas, et vous aviez affiché tout de suite les ambitions, vous n'êtes pas caché d'entrée, vous aviez annoncé que vous vouliez remonter très vite. Et parmi les choses que vous aviez annoncées aussi, c'était de reconquérir le public, renouer avec le public, parce que ça, pour nos amis européens, c'est important de le rappeler. Le club, il y avait plus beaucoup de monde au stade, et vous l'avez réussi aussi. Ça, comment ça s'est fait, le fait de ramener le public au stade? Alors, d'abord, le constat, pour les gens qui ne connaissent pas Toulouse et qui ne connaissent pas le stadium, et j'espère que pendant toute la saison de Coupe d'Europe, ils vont avoir l'avantage de connaître plus le club et la ville. En fait, le stade est placé sur une île. D'accord ? On est pratiquement à plein centre de Toulouse, on est sur une île. Et il me semble qu'on est le seul club en Europe à part Venise, à avoir un stade qui est sur une île, donc, qui est entouré par les deux bras du fleuve de la Garonne. Et j'ai souvent pris cette analogie, je prenais comme image le fait que les ponts entre l'île du Ramier sur lequel est le stadium et le club, donc, et le reste de la ville étaient coupés. Donc c'était une image, hein, bien évidemment, c'était pas une coupure physique, c'était une image. Et donc il n'y avait plus aucune relation entre le club et la ville, et au-delà, la région, la communauté du TFC. Et donc une fois qu'on a fait ce constat, on s'est dit comment on va faire pour y remédier. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je n'ai pas l'impression qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on a fait quelque chose d'ordinaire, mais peut-être qu'on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a commencé par communiquer. On a communiqué notre ambition, on a communiqué sur le fait qu'on voulait avoir un dialogue avec tous les gens qui composent notre communauté, les supporters, les médias, les sponsors, les institutions, le monde politique, absolument tout le monde. Et on l'a fait, on a dit et on a fait. C'est peut-être une chose que je nous reconnais comme mérite depuis qu'on est arrivé, c'est que toutes les choses qu'on a dit qu'on allait les faire, on les a faites. On a dit qu'on allait monter, on est monté. On a dit qu'on allait être champion, on est champion. On a dit qu'on allait revenir en Coupe d'Europe, on est en Coupe d'Europe. On a dit qu'on allait jouer un football attractif et offensif qui correspond à l'identité, la culture de notre communauté, on l'a fait aussi. Donc ça, c'est le seul petit mérite que je nous reconnais depuis qu'on est arrivé. Et donc tout ce qu'on a dit qu'on allait faire, on l'a fait. On a recommencé à communiquer, à se reconnecter avec la ville, avec nos supporters, à faire des événements en ville, à amener nos joueurs dans la ville, à amener la ville au stade, à être le plus présent possible. Et puis, on se veut un club différent sur plein d'aspects, la manière dont on dirige le club, la manière dont on utilise la data, la manière dont on communique. Et communiquer différemment, on a choisi un angle qui est assez spectaculaire, je dirais, où on est à la fois dans la dérision, dans la plaisanterie, dans l'humour. On est vraiment en décalage par rapport à ce qui se fait normalement dans les normes du football. Et ça, c'est attractif. Il y a certains réseaux sociaux, on est à plus de 250% de progression. Donc c'est des trucs qui sont absolument incroyables. Et on a fait revenir les gens avec une politique tarifaire au stade qui est extrêmement favorable. Par exemple, je vous donne un exemple, on joue dimanche contre Clermont, les places vont de 12 à 20 euros. Et on va faire 27-28 000 personnes. Donc politique à la fois, les gens qui veulent bien voir, être très à l'aise, etc., ils payent cher. Et puis les gens qui veulent voir un foot, des tribunes qui sont populaires avec une qualité sur le terrain, un spectacle, parce qu'on est une société spectacle quand on est un club de foot, avec un spectacle intéressant, ils peuvent aussi venir avec leurs enfants, avec leur famille. Donc ça aussi c'est très important pour nous. Et voilà, donc c'est une communication en permanence, on explique ce qu'on fait. On ne justifie pas toujours ce qu'on fait, mais on l'explique. On dit voilà, on fait ça, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais voilà comment on l'a fait. Et ce dialogue constant a fait que petit à petit, avec le succès que l'on a eu sur le terrain, on a ramené les gens au stade. Dès la deuxième saison, donc première saison post-Covid, l'année où on a été champion de France de Ligue 2, on a fait trois fois à guichet fermé en Ligue 2, ce qui était extrêmement étonnant. Et en gros, on est passé, en 4 ans,
Le club est passé en gros de 5 000 abonnés, en L1 je parle, 5 000 abonnés, à cette année on va être entre 17 et 18 000 abonnés. Donc cette progression est énorme et on est très content d'avoir reconnecté le club à sa communauté. Et de ce fait-là, c'est peut-être pas si anecdotique que ça, le violet qu'on a derrière nous est redevenu une couleur tendance à Toulouse, qu'on appelle la ville rose, et qui est aussi habituée au rouge et noir, mais c'est pas si anecdotique que ça. Ben, oui, alors ce qu'on voit, et j'habite en plein centre-ville, et donc je vois en permanence des gens qui marchent dans les rues avec le maillot, un des maillots du TFC, ou un t-shirt, ou une casquette, etc. Et c'est extraordinaire. Alors, le club a la chance d'avoir deux clubs de très haut niveau. Enfin, la ville a la chance d'avoir deux clubs de très haut niveau, entre le Stade Toulousain pour le rugby et nous. Les deux clubs sont européens, les deux clubs portent haut les étendards de la ville, un peu en rouge et noir, un peu en violet. Et voilà, j'ai constaté effectivement dans le monde de la mode que le violet était revenu sur le devant de la scène depuis quelques temps. Mais c'est bien parce que ça correspond à ce qu'on veut faire. Mais vous savez, quand vous passez de 4 000 maillots vendus par an à 26 000, comme on a fait l'année dernière, bien évidemment, c'est une fierté. Et bien évidemment, le violet devient de plus en plus présent dans la cité. L'autre chose dont vous avez parlé, pour revenir sur les petites différences et ce que vous avez mis en place, c'est cette fameuse révolution qu'on vous attribue personnellement, hein, la révolution des data, ce travail un peu différent, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus cette idée, cette vision des choses, cette façon d'aborder le sport professionnel de façon plus scientifique? Ouais, alors, le résumer en peu de temps, ça ne va pas être facile, mais je vais faire de mon mieux. En fait, si vous voulez, on part du principe que on est dans une industrie, le sport de haut niveau, et notamment le football, qui est complètement irrationnel, qui est irrationnel et émotionnel. Et il faut qu'elle reste irrationnelle et émotionnelle sur le terrain. On est, comme je vous disais précédemment, on est une société spectacle, donc bien évidemment, on est là pour donner des émotions à notre communauté, qu'elle soit devant la télé ou qu'elle soit au stade. Mais nous, on a pris le parti d'essayer d'être le plus rationnel possible et avoir le moins d'émotions possible dans la prise de décision et dans la gestion du club au jour le jour. Et on pense que le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir des process qui sont extrêmement stricts, avec une grande discipline, et d'utiliser qu'est-ce qui est le plus rationnel que des chiffres. Donc d'utiliser des chiffres, des statistiques, dont la data, qu'on utilise dans tous les aspects, dans le recrutement de notre entraîneur, dans le recrutement de nos joueurs, dans la composition de l'équipe, dans la manière dont on tire les coups de pied arrêtés, dans la manière dont on défend les coups de pied arrêtés, dans nos stratégies d'ensemble, comment on attaque, comment on défend, où on presse, où on empêche l'équipe adverse de venir nous mettre en difficulté, comment optimiser notre masse salariale, comment optimiser notre budget des transferts. En fait, ce qu'on essaie à faire, si vous voulez, le principe de base, il y a deux principes de base, je dirais. Un, on essaye de créer de la valeur où le marché des transferts n'en voit pas. C'est-à-dire qu'on essaye de survendre nos joueurs et de sous-payer les joueurs qu'on essaye de faire venir. Ça c'est pour nous créer un avantage compétitif sur le marché du transfert. Et deux, on essaye d'être les plus rationnels possible parce qu'on a beaucoup moins d'argent que les autres et que si avec moins d'argent on fait la même chose que les autres, ben on aura moins de succès que les autres. Donc avec cette approche qu'on estime différente et qu'on estime extrêmement très rationnelle, notre idée c'est tout le temps de se dire comment on peut créer un avantage compétitif et concurrentiel sur la concurrence, justement, parce que quand l'année dernière, sur la saison 22-23, on avait le 19e salarial, qu'on finit 13e et qu'on gagne la Coupe de France, si avec la 19e salariale, on avait fait la même chose que celui qui a la 8e ou 7e salariale, c'était impossible qu'on arrive à faire ce qu'on a fait. Et donc le principe est le même pour cette année, pour la saison 23-24. Voilà, donc c'est l'idée, c'est cette raison pour laquelle nous utilisons les statistiques et la data dans tout ce qu'on fait. Et puis c'est devenu dans notre culture, c'est vraiment à l'intérieur de notre culture,
c'est utiliser les statistiques en permanence. Mais comme dans notre culture, il y a prendre soin de nos collaborateurs, prendre soin de nos joueurs. On investit énormément de temps pour prendre soin des familles de nos joueurs, de nos joueurs aussi, pour tout ce qui se passe en dehors du terrain. On essaie de créer un environnement, de la haute performance, mais dans lequel chaque individu du club, on essaye de faire en sorte qu'il s'exprime à 100% de son potentiel, quel que soit, ce soit un comptable ou que ce soit un entraîneur des moins de 12 ou l'entraîneur de l'équipe féminine ou le capitaine de l'équipe professionnelle, et on essaye de faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible au club. Et tout ça, ce que je viens de vous donner, notre style de jeu qui est très prononcé, très identifié maintenant à travers l'Europe, les statistiques et la manière dont on prend soin des gens qui sont dans le club, ben ça crée une culture et un environnement de la haute performance qui font que ça nous permet de surperformer par rapport à nos moyens financiers. Vous tentez à nouveau la perche en fait, sur les individus, sur les personnes. L'autre particularité, l'une des différences aussi du TFC, c'est la présence au niveau de la stratégie sportive de Célina Gorgens, qui est aussi votre épouse. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi de cette spécificité? En fait, c'est un poste que j'avais envie de créer depuis très longtemps dans les clubs dans lesquels j'étais précédemment. J'ai toujours pensé que quand on est dans une position de leadership comme moi, le plus gros problème c'est de s'isoler. Soit d'être isolé de manière volontaire, soit de s'isoler de manière involontaire, mais le fait que l'exercice du pouvoir, entre guillemets, parce que je ne suis pas un chef d'État, loin de là, ou un maire, ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'exerce un pouvoir au jour le jour. L'exercice du pouvoir isole énormément, et si on a une personnalité où on a tendance à s'isoler, ou que les faits font que vous êtes isolé du reste du club ou du reste des collaborateurs, c'est là qu'on prend les mauvaises décisions. Et en me retournant sur ma carrière, je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai pris de mauvaises décisions, c'est parce que je les ai prises seul. Ou parce que j'étais isolé dans le club, ou parce qu'on m'avait isolé dans le club, parce qu'on voulait me nuire, en gros, ou parce que je n'avais pas les gens autour de moi vers lesquels je me retournais. Donc, en fait, au-delà du rôle de Célina, j'ai voulu créer un comité stratégique au club avec lequel on se consulte en permanence sur toutes les décisions sportives que l'on prend. Et ça, donc c'est un rôle qui pour moi était très important, que je voulais créer. Je l'appelle en anglais a truth teller, une diseuse de vérité. C'est-à-dire que le jour où elle pense, ou l'autre personne qui est dans le comité stratégique pense que je fais une erreur, je fais une bêtise, je ne respecte pas la culture du club, je ne respecte pas le business model du club, je ne respecte pas nos process, eux, ils sont là pour me dire « Hé, qu'est-ce que tu fais là ?» C'est pas nous, c'est pas toi, c'est pas le TFC, c'est pas notre identité, c'est pas notre culture. Donc ça me sert aussi à me remettre dans le droit chemin. Et ça, c'est très important. Et ensuite, quand vous êtes dans une position de leadership, souvent, il m'est arrivé de rencontrer un problème, c'est-à-dire je prends les décisions ou on prend les décisions, comment on fait pour les faire appliquer? Même dans un club de foot où on est 250, on n'est pas une multinationale avec 50 000 personnes et on n'est pas Airbus, nos amis de chez Airbus, mais c'est comment on fait appliquer les décisions que l'on prend et comment on fait en sorte que ces décisions-là et ce qu'on met en place, ça va durer dans le temps. Et ça aussi, c'est la responsabilité de la responsable de la stratégie là-dessus, de s'assurer que si on a un projet, qu'on lance un projet, 3 mois après, les gens vont suivre ce projet, 6 mois après, on va le suivre. Et une fois qu'on l'a mis en place, ça roule. Et donc ça, c'est un autre élément pour moi qui était extrêmement important. Et enfin, le dernier point qui est très important, dans le titre, c'est responsable stratégie sportive et culture. Pour moi, la culture du club, je pense que je dois y penser 50% de mon temps. Parce que dans la culture, c'est tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et donc, cet aspect-là, quelle culture on veut mettre en place, quelle culture de haute performance on veut mettre en place. Je compare très souvent le TFC à un paquebot. Et quand on est arrivé, le paquebot, il avait pratiquement chaviré. Il ne coulait pas parce que le propriétaire précédent avait fait un travail extraordinaire, M. Sadran, pour prendre le club de la 3e division et l'amener en Coupe d'Europe. Donc le paquebot n'allait pas du tout couler, ni sombrer. Par contre, il n'avançait plus et il était en difficulté. Et donc ce paquebot-là, en changeant la culture, c'est ce qu'on appelle notre transition culturelle, on change, on tourne petit à petit, et par moment, hop, ça revient dans le mauvais sens, et par moment, on gagne un peu plus de degrés pour aller vraiment où on veut aller dans le futur. Et ce suivi de notre culture, cette construction de notre culture au jour le jour,
est très important. Une culture dans une entreprise ou dans un club, ça évolue. Ce qu'on était il y a 3 ans, ben, c'est pas ce qu'on est aujourd'hui. Il y a 3 ans, on était Toulouse en 2 mots, en anglais, Toulouse. Et maintenant, on est To Win parce qu'on a gagné 2 trophées en 2 ans. Donc, cette transformation culturelle, elle existe. Et maintenant, c'est quelle projection on a sur les 4 ou 5 années qui m'importent. On parle de ce trophée justement, le deuxième notamment, la Coupe de France, un premier trophée majeur. Le deuxième. Oui, On l'avait gagné en 1957. Le club l'avait gagné en 1957. Premier trophée majeur de votre président, du renouveau du club, on va dire. Qu'est-ce qu'il représente pour le TFC, pour vous La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'émotion. Parce que je nous revois au Stade de France avec 25 000 Toulousains. C'était un truc absolument incroyable. Donc oui, c'est vraiment ça. Ce sont des émotions. J'ai des flashbacks par moments qui me reviennent. Ce sont des émotions fortes. C'est le sentiment du devoir, du travail bien fait aussi, parce que à partir du tirage au sort des quarts de finale, quand on a compris qu'on avait une opportunité de la gagner, on a travaillé, mais comme j'ai jamais vu un club travailler pour y arriver. L'énergie qu'on a dépensée, l'argent qu'on a investi pour préparer, par exemple, la finale, c'était absolument incroyable, vraiment incroyable. Pourtant, j'ai eu la chance de jouer des finales avec Arsenal, avec Tottenham, avec Liverpool. Mais ce qu'on a fait là pour préparer cette finale-là, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Donc, toute notre énergie, toutes nos pensées, tous nos process étaient vraiment orientés vers le fait de gagner cette finale. Ensuite, que ça a déclenché un vent de sympathie sur la ville et sur la région qui était phénoménal. Ça a ancré notre projet, j'allais dire, dans le foot européen, mais pratiquement maintenant dans le foot mondial, parce que on a maintenant des gens qui nous appellent en disant prenez mon joueur du Paraguay, de l'Uruguay, des États-Unis, du Japon, etc. On a vraiment crédibilisé et ancré notre projet encore plus que ce qu'il ne l'était. C'est un accélérateur de particules, en fait, si vous voulez, la victoire en Coupe de France. Et enfin, la cerise sur le gâteau, the icing on the cake, comme on dit en Angleterre, c'est la Coupe d'Europe. Parce que le club n'a pas participé à une Coupe européenne, un championnat européen une compétition européenne, depuis 2009. Et donc passé, vous savez, le 1er septembre 2020, on était avant-dernier de L2 avec 1 point. Le 29 avril 2023, on est en Coupe d'Europe. On est en Europa League. Donc, aller si vite et ramener le club en compétition européenne, en Europa League, en si peu de temps, et remettre le club en fait sur la carte européenne du football et même mondiale du football, parce que dès que vous êtes en compétition européenne, dans une compétition UEFA, ben, le monde entier vous regarde. Donc voilà, c'est tous ces sentiments qui s'entremêlent dans ma tête et puis auprès de tout le monde, de tous les collaborateurs du club, parce que chaque personne dans le club a une contribution à ce titre de Coupe de France. Ben, c'est un phénomène, enfin, c'est un feeling qui est phénoménal. Ouais, c'est assez vertigineux, effectivement, quand on se retourne sur ces 3 ans. 2 dernières questions, Damien Comolli. D'abord sur la Coupe d'Europe qui se présente. Comment vous l'appréhendez finalement? Est-ce que la Coupe de France a été un tremplin magnifique pour Toulouse? Est-ce que la Coupe d'Europe va être aussi? La Coupe d'Europe, on l'appréhende comme une aventure extraordinaire. Moi, personnellement, et je sais que c'est le sentiment maintenant dans tout le club, on a envie de la dévorer, la compétition européenne. On a envie de mordre à pleines dents dedans. On y va pour se qualifier. Il y a souvent le réflexe dirigeants en France qui disent j'espère qu'on va prendre un tirage favorable avec le plus de grandes équipes possible pour qu'on puisse rendre nos stades. Et moi, ce que je veux, c'est le tirage le moins difficile possible. Le plus facile, c'est impossible, parce que quand vous êtes Toulouse, que vous êtes dans le chapeau numéro 4, vous ne pouvez pas parler de tirage facile. Donc, ce que j'espère, c'est qu'on ait un tirage pas trop difficile, parce qu'on veut aller le plus loin possible. Bien évidemment, notre ambition, c'est d'aller au-delà de la phase de groupe. Tous les joueurs sont super excités, le staff, la ville, le club, on attend ça avec grande impatience. C'était la première fois dans ma carrière que j'étais dans un club qui ne
qui ne jouaient pas la Coupe d'Europe. Donc je suis aussi content d'y avoir remédié parce que maintenant, dans tous les clubs dans lesquels je serais passé, enfin, jusqu'à maintenant, j'aurais joué la Coupe d'Europe. Pour moi, c'est quelque chose de symbolique, mais extrêmement fort d'un point de vue, je suis désolé, un peu égoïste et personnel. Voilà, donc on y va avec beaucoup d'ambition, avec l'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité. Et on y va pour jouer à fond nos chances, tout en gardant notre identité, nos styles de jeu, le fait de vouloir attaquer, le fait de vouloir divertir notre public. Ça, c'est très important, parce que ça fait partie de notre culture. Mais on y va pour s'éclater. Une dernière question, avec toute cette histoire à la fois déroutante et spectaculaire, hein, comme du TFC. Parmi ces choses un peu déroutantes pour ceux qui suivent plus ou moins loin, c'est la domination de Karl Martinez-Nové en tant qu'entraîneur principal du TFC à l'intersaison. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a produit ce changement au TFC? En une phrase, je vous dirais la volonté de progresser. La volonté de progresser. En fait, on est omnibulé par le fait de constamment faire progresser le club et on était persuadé que Carles allait continuer, allait nous permettre allait permettre au club de continuer à progresser et peut-être d'aller encore plus vite que ce qu'on avait anticipé au départ. On sait qu'il y a un alignement total entre ce que la direction du club recherche en termes de style de jeu et ce que Carles amène. Et ça, c'est très important. Et maintenant, on a un alignement total entre l'utilisation de la data, la volonté de la direction, c'est-à-dire notre comité stratégique, moi-même, les propriétaires, dans la manière dont on veut jouer et la manière dont Carles approche le foot. Et ça, c'est important. Cet alignement, il est rare dans les clubs et je pense qu'on le tient, donc ça, c'est très fort. Il est aussi complètement aligné sur ce qu'on fait au centre de formation. C'est un club qui est un peu bizarre et étrange quand je dis qu'on est différent. Ce que dit souvent notre responsable stratégie, Célina, c'est que l'équipe professionnelle doit s'adapter au style de jeu que nous avons au centre de formation. Dans tous les clubs, c'est l'inverse. Le centre de formation doit s'adapter à l'équipe professionnelle. Nous, c'est l'inverse. C'est l'équipe professionnelle qui doit s'adapter au style de jeu du centre de formation. Et maintenant, avec Carles et son staff technique à la tête de l'équipe professionnelle, on a un alignement, je dirais, parfait entre notre volonté au niveau de la direction, comme je vous disais, les propriétaires, etc., le comité stratégique, sa vision du football, le centre de formation, l'utilisation de la data. Donc ça c'est pour cette raison qu'on l'a nommé. Et puis, pour l'avoir côtoyé en tant qu'adjoint du 1er décembre 2022 à la fin de la saison 2023, on s'est aperçu que des gens qui sont depuis très longtemps au club me disent en 20 ans, 25 ans qu'on est là, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais eu un entraîneur comme ça, qui est créatif, qui pousse les joueurs au jour le jour, etc. Donc voilà pourquoi on l'a nommé. On est enchanté de l'avoir nommé et puis on sait qu'on a fait le bon choix.